Eh bien, ça y est, nous repartons. Et nous avons l'honneur d'avoir comme intervenante suivante Madame Laurence Contarassus, qui est la directrice générale de GE Healthcare, non seulement au niveau français, mais au niveau européen, voire même pan-européen, puisqu'elle s'occupe également de l'Afrique. Donc c'est donc une intervenante majeure que nous avons le plaisir d'accueillir. Et puis surtout, c'est quand même notre complice, parce que des événements comme ceux-ci, c'est quand même lourd à préparer. Et je voudrais encore souligner une fois encore à quel point l'aide, le soutien, la collaboration, la confiance que nous a accordé General Electric dans cette organisation ont été totales. Voilà. Merci Paul. Merci à vous toutes et tous. Alors, contrairement à ce qui a été fait ce matin, je ne suis pas très protocolaire, donc je ne vais pas énoncer les fonctions de tout le monde parce que j'en oublierai forcément. Donc, je m'en excuse d'avance. On va essayer de faire court parce que tout à l'heure, on n'a pas eu non plus l'occasion de poser les questions. Et je pense qu'aussi, sur ce type d'événement, c'est ce qui est le plus important. Alors, pourquoi est-ce que sur un sujet comme celui-ci, ressources humaines, hôpitaux, General Electric Healthcare et notre branche financement, HFS, on s'est dit on a envie de travailler avec Grant Thornton sur ce sujet. En fait, c'est vraiment la raison pour laquelle on est là. Il y a un dicton qui dit, je pense que vous le connaissez, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on est là. Alors, au début, on avait dit que je passerais en fin de matinée, donc j'ai beaucoup écouté. Moi, je n'ai pas de PowerPoint, parce que l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut retirer, en fait, de ce qu'on a entendu ce matin. Personnellement, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le dispositif médical. J'ai fait, et beaucoup de gens me connaissent sur cette partie, toute la partie implantable, depuis maintenant 18 mois avec General Electric Healthcare sur la partie équipement, puisqu'on dit que le dispositif médical, ça va du pansement à l'IRM. Là, je suis passée du côté du très gros équipement. Et je peux vous dire que tout ce qu'on a entendu ce matin, on aurait pu faire exactement les mêmes discours avec des personnes qui ne travaillent pas dans les hôpitaux. Je ne suis pas sûre que ça aurait changé d'un iota. Alors, il y en a qui vont dire oh, c'est pas vrai, c'est très très différent. On a eu quelques conversations tout à l'heure. Non, le sens, c'est ce que recherchent absolument tous les employés. On a parlé beaucoup des infirmières ce matin, et comme je partageais, ma maman est infirmière, je sais qu'un grand nombre de personnes certainement sont dans ce cas, c'est aussi le cas du patron de Grant Thornton. Métier difficile, mais on voit la même chose dans l'hôtellerie, on va voir la même chose dans l'enseignement. Je pense qu'on a tous des amis restaurateurs. Allez parler à un restaurateur de comment il va retrouver des personnes pour travailler le soir et le week-end, c'est impossible. Donc cette phrase, l'humain au centre, qui est pour moi en tout cas la raison pour laquelle je fais du management. Je dis toujours dans les managers, il y a ceux qui font du management parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir grimper très haut dans la société. J'ai aussi un grand nombre de mes collaborateurs qui sont dans la salle là aujourd'hui. Je sais que c'est pas le cas, c'est pas notre cas, et je vois bien aussi que parmi vous c'est pas le cas. C'est parce que on a envie de travailler avec des gens, on a envie de faire des projets, et c'est toute la problématique qu'on a là. En fait, c'est que si on n'a pas de personnel soignant, on va pas pouvoir soigner les patients. Et nous, en tant que General Electric Healthcare, si on travaille pas avec vous, en fait, je pense, et ça fera le lien avec les présentations de cet après-midi, il y a peu de chances qu'on trouve les bonnes solutions. Parce qu'on a parlé énormément ce matin de recruter de plus d'infirmières. Dans les couloirs, on parlait de recruter de plus de médecins. La réalité, et Jamel Wanda est parti là, mais on en parlait tout à l'heure, où sont partis les gens? Ça pourrait faire le tube de l'été. Parce qu'en effet, on n'a plus d'infirmières, on n'a plus d'aides-soignantes, on n'a plus de personnes qui travaillent dans les restaurations. Mais si je vous disais que les personnes de General Electric Healthcare, on en a qui retournent dans vos hôpitaux. Vous allez dire, pas possible. Il y a quelques années, si on avait dit que les gens qui étaient dans le privé retourneraient travailler dans les hôpitaux, et vous savez pourquoi? Eh bien parce que les conditions de vie sont un peu plus confortables, en effet. Et voire même, des fois, ça peut être un peu mieux payé. Donc on a absolument la même problématique partout. Alors, moi, j'ai une intime conviction, c'est que la solution, on peut la trouver ensemble. Quand M. Wanda a parlé tout à l'heure, il a parlé d'innovation. Je pense qu'en effet, il faut repenser nos modèles et la façon dont on travaille ensemble. Soit on peut se dire, on vit dans le passé et on essaie de continuer ce qu'on faisait avant. Là, comme dirait ma fille, j'en mets ma main à couper, on ne va pas trouver la solution. Soit on se dit, eh bien, on va travailler ensemble, peut-être différemment,
il va falloir être un peu disruptif. Ça veut dire quoi la transformation? Mais uniquement rajouter comme on l'a dit, alors chez nous on dit les aides-comptes, enfin des personnes, ça va certainement pas être possible parce que la population elle n'a pas augmenté et on est quand même à un niveau de chômage dans notre pays, malheureusement, que l'on pourrait presque dire structurel. Alors je voulais partager quelque chose avec vous en avant-première. Ah ben non, c'est trop long. Et on a un petit peu parlé de tout à l'heure. Redonner du sens aux employés, ça veut dire aussi retravailler sur la vision, en fait, que l'on va pouvoir partager avec nos employés et partager en externe. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et c'est un travail aussi qu'on est en train de faire chez General Electric Healthcare en ce moment, avec quelques personnes qui sont dans la salle. Et d'ailleurs, une grosse partie de mes employés qui ne sont pas au courant. Voilà. Et je vous donne le draft. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, on va être assez d'accord sur tous les sujets. Vous nous connaissez sur les IRM, les scanners, les ultrasons, les blocs opératoires. Et notre vision, qui pourra être celle-ci, il faut qu'on la retravaille, c'est General Electric Healthcare en France s'engage comme un acteur incontournable de la médecine personnalisée. Ce matin, on a parlé beaucoup de patients. Eh bien, nous aussi, tous les jours, en fait, on se dit comment on peut vous aider justement à soigner mieux, à soigner plus vite. Animés par notre culture d'innovation, d'excellence et de partenariat, nous agissons ensemble durablement au service des patients. Cette notion RSE aussi, dont on a beaucoup discuté ce matin, en fait, elle doit être dans nos discussions. Et la raison aussi pour laquelle on est là, en fait, c'est globalement, l'ensemble de nos équipes, ils échangent surtout, en général, avec les médecins et peu avec les personnes qui sont dans la salle. C'est d'ailleurs raison pour laquelle on a beaucoup de personnes au fond. Et c'est en ayant des discussions, en fait, différentes à différents niveaux qu'on va pouvoir trouver les solutions, qu'on va pouvoir peut-être intégrer des infirmiers, des médecins dans des cadres de discussion un peu différentes. Quand on parle de financement, à ce jour, on va dire on va financer un équipement. Alors souvent on entend non, c'est pas dans la culture de tel hôpital, on va pas financer. Oui, c'est pas comme ça qu'on faisait avant. Je pense que le challenge, c'est se dire, eh bien, par exemple, toutes les masses en fait, financières que l'on a, est-ce qu'on ne peut pas aussi peut-être les organiser un peu différemment? Et puis de se dire, au lieu de mettre une grosse masse financière sur un matériel, en effet, qui est coûteux, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la location et peut-être repenser la formation différemment, repenser un certain nombre de projets différemment pour peut-être redonner, par exemple, du sens à l'ensemble de vos équipes. Sur les ambitions qui devraient soutenir cette vision, il y a offrir un environnement de travail attractif pour tous. Je crois qu'on l'a vu ce matin, en fait. Si on n'a pas un environnement où les gens ont envie de venir, on va les perdre, parce qu'en plus, il y a plein d'offres à l'extérieur. Nous, par exemple, on a une grande fierté. Et alors, on a parlé beaucoup de communication aussi. Souvent, on est connu comme le leader d'équipement, mais on est aussi la société qui avons le plus d'employés en France, qui avons des usines en France. On est basé juste à côté de Buc. Donc, cette notion de communication, elle est aussi hyper importante. Rayonner par l'excellence technologique. En France, il y a souvent un maximum d'innovations qui ont été faites par nos médecins. Et là, c'est comment est-ce qu'on continue ça? Comment est-ce que les hôpitaux, par exemple, vont pouvoir participer à ces innovations? Comment est-ce qu'on pourrait travailler donc différemment sur la recherche ensemble? On a pas mal de grands programmes aussi qui sont mis en place. Donc là aussi, comment peut-être on pourrait les valoriser et inclure un peu plus peut-être l'ensemble des employés pour travailler avec nous, avec, j'allais dire, l'environnement privé. Et puis, proposer la meilleure expérience client, eh bien, c'est la meilleure expérience patient pour vous et la meilleure expérience client, c'est vous pour nous. Dans un monde, ce matin, on l'a dit, hein, mais le monde dans lequel on vit, il est extrêmement difficile. Il est difficile pour vous tous en tant que manager, pour nous tous, et ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Si je vous donne quelques exemples, et je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas échappé, le monde de l'équipement, ce matin, on parlait un peu d'argent. Pour nous, c'est l'augmentation en fait de toutes les pièces qui nous servent à fabriquer les machines. Et vous imaginez qu'on en a beaucoup. Et on est face à des augmentations qui peuvent atteindre 30 à 50%.
et on discutait avec un grand nombre d'entre vous tout à l'heure, la vie des soignants elle est extrêmement compliquée, elle est difficile pour tout le monde, parce que quand on arrive vers vous et qu'on dit les machines ont augmenté de 30 ou 50%, je vois des gens qui sourient, c'est extrêmement compliqué en effet pour l'ensemble de nos équipes. Si je vous donne aussi une idée, les coûts de transport, les coûts de transport, ils peuvent avoir multiplié par 3 ou par 4. Donc, toutes ces équations, en fait, on ne peut pas réussir à les résoudre si on ne les résout pas ensemble. Si on n'a pas cette capacité à nous vous expliquer pourquoi on est dans cette difficulté, ça ne peut pas fonctionner. Et puis après, on fait plein d'autres choses à côté de l'équipement. Il y a toute la digitalisation. On en a parlé aussi ce matin. Il y a pas mal de réunions qui portent sur ces sujets. C'est comment est-ce que comment on travaille ensemble, comment on peut utiliser la donnée différemment, comment on peut certainement amener aussi du coup un grand nombre de personnes qui travaillent dans vos équipes à réfléchir sur ces sujets. Il n'y a pas encore très longtemps, dans un hôpital dont je tairai le nom, on m'a dit « Ah oui, non, mais tout est absolument connecté, mais depuis 10 ans, on n'arrive pas à faire que ça fonctionne. » Comment est-ce qu'on résout ça? Et je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à ce type de statu quo. Donc, mon message, c'est si on pouvait peut-être essayer de ne plus s'arrêter à nos soucis, mais trouver les solutions ensemble et se parler. Pendant la crise Covid, on a été très très fort pour dire « Ah, on est fiers, les industriels nous ont aidés, oh, on est extrêmement fiers du travail des soignants, on est extrêmement fiers de tout ce qu'on a fait. » Eh bien, prenons ce qui était bien, essayons de construire ensemble, justement, pour redonner du sens à l'ensemble des soignants dans les hôpitaux. Et en tant qu'entreprise privée, General Electric Healthcare, mais j'allais dire l'ensemble du dispositif médical, mais je prendrais aussi l'ensemble certainement des laboratoires pharma si nous n'en avons pas aujourd'hui. Je pense qu'on peut être une clé de solution aussi. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé aussi de vous accompagner sur cet événement pour vraiment partager et avoir un langage commun, parce que quand on se connaît mieux, c'est toujours plus facile de trouver des solutions. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Ce qui frappe quand même aujourd'hui, c'est l'enthousiasme de nos orateurs qui se succèdent. Alors, je suis convaincu que l'enthousiasme, on va trouver également dans la table ronde que nous allons aborder maintenant. Donc, vous voyez les noms là. On a pris un petit peu de retard, donc je ne vais pas... Pardon ? Oh non, bon, chacun son tour. Hein, voilà. Et nous allons commencer par un directeur général d'un groupe hospitalier important, qui est celui de Loire-Atlantique-La Rochelle, et qui a également une longue expérience dans des centres hospitaliers, certains plus faciles, d'autres probablement plus compliqués, comme notamment celui de la Guadeloupe, où évidemment la gestion humaine est un peu différente. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir comme premier orateur Pierre Thépaut. La parole est à vous. Alors, c'est le groupe hospitalier Littoral Atlantique qui rassemble tous les hôpitaux entre l'île de Ré et l'île d'Oléron, avec La Rochelle, Rochefort. Voilà. Alors, cette intervention, on aurait pu l'intituler hashtag Adopte un soignant. Et là, je vais plutôt l'articuler entre on the bottom, on the top. Bon, je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit parce qu'on le partage. Mais il me semble que je vais peut-être illustrer avec quelques exemples très concrets. Moi, je suis un directeur qui aime bien aller sur le terrain, mais j'aime bien monter sur la table. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va d'abord aller sur le terrain. Je crois qu'il faut d'abord qu'on essaye qu'on soit lucide. On a un problème de confiance, de motivation, de projet partagé. Et donc, pour traiter le sujet à la racine, il me semble qu'il faut déjà commencer par le sens. Très clairement, le Covid, ça nous a un peu confrontés au niveau du sens. Hein. Je ne vais pas refaire le truc sur les masques, il en faut pas, etc., etc. Ça, nos collègues hospitaliers, ils l'entendent. Enfin, ils se rendent bien compte que, quelque part, il y a un problème de crédibilité. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'on a un petit peu perdu, j'entendais beaucoup sur l'expérience patient, on a un petit peu perdu le sens du patient. C'est un peu l'histoire qu'on se raconte, le patient, honnêtement, à l'hôpital. J'en parlais avec un professeur de médecine tout à l'heure, c'est un peu l'histoire qu'on se raconte. C'est important, on le dresse comme ça, mais dans la vie quotidienne, on pense aux conditions de travail. C'est pas une critique, c'est un constat. Voilà. Et quand on fait grève, parfois, quand on est dans des trucs de blocage, on ne pense pas toujours aux patients. Je crois aussi qu'il faut prendre conscience que tout ça fait que les limites
sont un peu brouillés dans nos hôpitaux. On s'autorise un peu un certain dérapage, certaines addictions, certains dérapages sur les réseaux sociaux, certains dérapages au sein de l'hôpital. Peut-être des choses qu'on s'autorisait un peu moins avant, moi, il me semble. Donc, par rapport à ça, sur ce premier point, sur la question du sens, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens. Il faut essayer de ramener, même si on s'écarte un peu de la règle, se dire voilà, c'est quoi le bon sens, comme on l'a fait pour le Covid, c'est quoi le bon sens, c'est quoi aussi notre sens humain, voilà, pour fixer un peu des limites. Le deuxième sujet, c'est le management. Et quand je parle du management, j'emploie cette expression qui m'a été soufflée dans l'oreille, c'est que je pense qu'il faut passer du leadership au leadership. Alors, je m'explique. Les slips, pour ceux qui en utilisent, des fois, ça peut être ajusté, mais des fois, c'est trop lâche ou trop serré, ou parfois, c'est un peu à géométrie variable. Et donc, en quoi je parle de ça? C'est qu'au fond, à l'hôpital, moi, ce que je constate, c'est que la parole, elle est parfois verrouillée, mais verrouillée de chez verrouillée. Hein. Franchement, codifiée de chez verrouillée. On en parlait d'ailleurs, le collègue, il va en parler un petit peu. Le management, il est parfois totalement inéquitable. Celui qui crie le plus, celui qui est syndiqué, c'est plus facile que si vous criez moins, franchement. Il faut aussi qu'on apprenne qu'on aide nos cadres à s'éloigner un peu de certaines visions archaïques. Moi, j'ai un souvenir, dans un service où il faisait un froid de gueux, parce que c'est un autre sujet, le chauffage n'était pas réparé dans certaines chambres depuis 2 ans, on a dit à une soignante, mais voyons, madame, il faut mettre, vous savez qu'on n'a pas le droit d'avoir des manches qui dépassent de votre blouse. Bon, on sortait du Covid, il y avait eu des morts, enfin voilà. Il y a un moment donné, on est dans des postures qui ne nous semblent plus adaptées. Autre sujet, c'est que le management, à l'hôpital, on est super champion pour agiter des leurres. Alors là, on fait plein de promesses. Si t'es bien, ouais, on te détecte en termes de compétences. Tu vas devenir cadre. Tu vas être titularisé dans 5 ans. Et puis voilà, on avance. On agite beaucoup de l'heure. Puis parfois, on ne tient pas toujours nos promesses. Quelqu'un l'a dit ce matin. Il faut qu'on tienne nos promesses. C'est la marque employeur. On n'ose pas trop la visibilité. Moi, j'ai en tête, dans l'hôpital, j'en faisais part au directeur qualité hier. À une époque, il y avait un service, ils affichaient les résultats qualité, tous les mois. Comment est-ce que ça a été diffusé? Est-ce que c'est suivi? Pas du tout. Il n'y a plus aucun service qui le fait. Il y a dans le privé, on parlait de General Electric, ou quand on va aux États-Unis, dans certains hôpitaux, les indicateurs, ils sont suivis, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'il faut le leadership, c'est d'être juste, ajusté, et aussi de mettre en valeur les invisibles. Ces personnes dont on ne parle jamais. Les gens de peu, qui poussent les chariots, etc. Voilà, ça c'est notre rôle aussi. Et j'en arrive aussi au troisième point, c'est qu'on a changé de paradigme. On l'a déjà dit, il y a une véritable aspiration paradoxale à la déconnexion. On n'a jamais été aussi connecté dans notre vie privée, sur des groupes WhatsApp, dans tous les services il y a des groupes WhatsApp, les gens sont connectés en permanence, et en même temps ils aspirent à être déconnectés de l'hôpital, le dimanche, et c'est vrai qu'on est quand même un peu confrontant. Hein. Combien de fois, ceux qui ont été soignants, combien de fois vous êtes appelés le dimanche pour travailler le lendemain, etc. Vous êtes en repos, mais on vous appelle quand même. Aujourd'hui, il faut trouver des modèles où on sera vraiment déconnecté. Surtout qu'à côté de ça, les réseaux sociaux jouent les amplificateurs de la plainte. Alors là, c'est la fête. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit « ça s'est mal passé », tout le monde renchérit, etc. Donc, il faut, je pense, à la fois traiter ces sujets de la déconnexion, la permanence des soins, les médecins en parlent souvent, il faut qu'on arrive à ce qu'elle soit mieux partagée. Et puis, troisième point, traiter les irritants du quotidien. Alors ça, les irritants du quotidien, on en a plein. Hein. C'est les travaux qui n'en finissent pas, le « c'est pas nous ». Allô? Ah non, c'est pas nous. Mais c'est qui? Je ne sais pas, mais c'est pas nous. Vous voyez, on pourra en citer plein. L'informatique, hein. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une clé USB. Elle fait 512 gigas. Ça coûte 30 € sur Amazon. Les médecins à La Rochelle, ils ont droit sur leur messagerie qu'à 100 mégas. Ça, c'est 500. Donc, vous voyez, avec ça, je multiplie par 10. Pratiquement tous les médecins, voilà. Et pourtant, je ne suis pas capable de mettre ça en œuvre. Ça énerve hein, d'avoir une boîte de réception de 100 mégas. Vous voyez, c'est des irritants au quotidien. Je voudrais vous passer le circuit du gant. Le gant à l'hôpital, si on résout le circuit du gant, alors là,
c'est qu'on est proche de la qualité extrême. Ça, c'était on the top. Et puis, on the bottom. Et on the top, voilà, je pense qu'il faut redonner de la fierté collective. Je veux dire, comme dans le cercle des poètes disparus, il faut monter sur la table. Je vois, on a du mal à sortir les projets, mais il faut le faire maintenant, parce que c'est le moment. C'est le moment de, comme je l'ai dit, et pour le faire, il faut valoriser aussi les invisibles, les personnes qu'on pense à solliciter au bon moment, mais à un moment donné, on les efface de l'écran. Voilà. On est très champion pour aller chercher des gens, pour monter des projets, mais quand il s'agit de communiquer dans les congrès, on ne les voit plus. Il faut aussi, je pense, traiter la bientraitance. Mais la bientraitance, c'est une bientraitance qui est trop humainement dépendante. Il y a des services où on est bien traitant, d'autres on est maltraitant. Il y a des gens qui sont... Voilà, on doit avoir un management, on doit fixer des lignes au niveau de la direction des établissements très claires. Et j'ouvre une parenthèse sur le positionnement de l'hôpital par rapport aux femmes. On doit mieux protéger les femmes, les protéger dans leur carrière, qui est injustement pénalisée, et les protéger dans les fonctionnements quotidiens, les petites blagounettes qui se passent dans les services. Moi, j'ai en tête 3 situations où finalement une femme s'est fait harceler, elle a eu le courage de se plaindre. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Au final, c'est cette personne-là qu'on a déplacée pour pas qu'elle reste dans le service où la personne l'avait harcelée. Donc je pense qu'il faut être courageux. Nous, on adhère à l'association qui s'appelle Donner des ailes à l'hôpital, E2LES. Voilà, je pense qu'il faut se donner des envies. Et ça, mine de rien, il y a des femmes qui nous disent, moi je viens avec la boule dans le ventre à l'hôpital. C'est plein de petites choses, comme disait le collègue Camille Dumas, c'est plein de petites choses qui fait que si on arrive à monter tout ça, on va arriver à redonner du plaisir à prendre la voiture le matin pour aller à l'hôpital. Et puis bien sûr, il faut allumer les yeux. Allumer les yeux, c'est vraiment se servir de ces forces vives qui ont plein d'idées pour changer, lutter contre les irritants, trouver des solutions, s'impliquer dans la recherche paramédicale. On a une direction de la recherche chez nous. On utilise les soignants, mais on ne les valorise pas tant que ça. Donc c'est vraiment les mettre devant, sans arrêt devant, pour l'innovation, etc. Enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, on l'a évoqué aussi, il y a des leviers, la responsabilité sociale environnementale, ça fonctionne très bien, on peut s'en servir. Il y a aussi des idées à prendre là-dedans. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est que on the top, on the bottom, eh bien, il faut que la direction générale s'implique. On ne doit pas rester on the top, on doit aller aussi concrètement voir comment ça se passe. Moi, je passe dans tous les services de tout le groupe, je ne préviens jamais. Jamais. Je préviens après, mais jamais. Et j'en reçois beaucoup et c'est drôlement intéressant. Il faut vraiment le faire parce que c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à insuffler une dynamique et faire que, au fond, l'hôpital il soit à la fois innovant, humain, bienveillant pour les soignants et attractif. Voilà. Alors après, toutes les solutions qui ont été présentées, elles sont évidemment bonnes. Voilà ce que je voulais vous dire de façon un petit peu désordonnée et je vous prie de m'en excuser. Pas du tout, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est du vécu, ce sont des exemples concrets. Merci Pierre. Autre témoignage tout aussi important. Nous avons... en fait, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on a tellement de représentants, que ce soit des syndicats, que ce soit des fédérations de personnalités majeures dans le secteur hospitalier. Et donc, nous avons la chance d'avoir le témoignage du président du Conseil national de l'Ordre national des infirmiers. À vous la parole, Paul. Monsieur Chambornan. Merci Paul, merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans cette conférence et de donner le point de vue de l'ordre. Juste en 2 mots, l'ordre infirmier, c'est le dernier né des ordres professionnels, donc des professions réglementées en 2007, sur une loi 2006, les élections en 2009. Donc finalement, 13 ans, on commence à rentrer ou à sortir de l'adolescence en fonction de quels âges on prend pour l'adolescence. Un début compliqué, mais à ce jour, 450 000 inscrits au tableau de l'ordre. Donc c'est de là où je parle finalement, avec des missions régaliennes confiées, des missions de régulation. Je ne vais pas vous faire ce que c'est un ordre, mais c'est un sujet.
Autre part aussi, puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin, beaucoup de DRH sont intervenus, c'est un chiffre d'affaires, puisque l'ordre c'est une cotisation, c'est 20 millions d'euros et 150 salariés en France. Donc c'est aussi des préoccupations de façon très générale, mais des occupations pour mes confrères et consoeurs. Puis je suis moi-même infirmier. Alors tout à l'heure, il y a eu une vidéo de Marseille, donc là vous avez le Marseillais en direct et je vais faire les 4 tiers et je ferai attention à mon slip, comme l'a dit le directeur général précédemment. Donc voilà d'où je parle et ce que je vais vous dire. En tout cas, le constat de ce matin, il a été établi. Je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir dessus sur le sens, la question du sens pour les soignants, de réenchanter la profession et surtout le but du jeu dans les 4 tiers du picon citron, c'était de ne pas opposer les saveurs et de ne pas faire un mélange imbuvable et indigeste, donc de ne pas opposer les professions, surtout, c'est vraiment le sujet. Et donc, il y a quand même cette question de l'interprofessionnalité qui doit se jouer. Et quand on est sur un plan d'égalité, c'est pour ça que j'ai commencé par présenter le Conseil de l'ordre, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi les pratiques avancées il y a eu un avènement des pratiques avancées en 2018, c'est parce que je l'ai fait. Blague à part, c'était une loi de Marisol Touraine en 2015, parue en janvier 2016. Et il n'y avait pas d'instance politique, tout au moins elle était assez affaiblie, puisque Marisol Touraine avait décidé d'abolir l'ordre infirmier à une sombre nuit. Et finalement, prendre langue avec le Conseil national de l'ordre des médecins, c'était assez complexe. Il fallait une instance indépendante qui soit au moins leur alter ego pour pouvoir négocier ce texte où il y a, comme c'est dit, techno, des adhérences avec des métiers qui existent préexistants et des métiers qui ont un monopole et tiennent à le garder. Et le corporatisme n'est pas inconnu des ordres. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez prégnant. Et donc, il a fallu finalement une instance politique pour pouvoir parler avec le CNOM, pour pouvoir négocier des périmètres d'intervention pour ces professionnels-là et réussir à implanter cette profession qui a du mal à naître actuellement, puisque moi j'ai 800 IPA inscrits au tableau à ce jour, avec une capacité de formation qui s'est développée petit à petit sur 39 universités actuellement, et une formation à plein qui va donner à peu près 800 professionnels par an. Donc on est loin des promesses initiales qui étaient prévues et les 5 champs qui sont préexistants maintenant auraient besoin aussi d'un dépoussiérage, mais comme on n'est pas encore à 5 ans, évaluer les plaquettes et les maquettes de formation, c'est un sujet qui ne peut pas être fait. Je parlais du symbole tout à l'heure, de la discussion politique avec le CNOM, il y a aussi un symbole, je suis un auxiliaire médical. Donc c'est aussi ce monopole médical qui est conservé et ce corporatisme qui est très prégnant. Mais dans tous les ordres, c'est pareil, mis à part que je préside actuellement l'ensemble des professions réglementées de France, le comité de liaison interordre, des professions du droit, du cadre de vie et de la santé. Les avocats sont des auxiliaires de justice, sont des auxiliaires d'une fonction régalienne de l'État, pas de quelqu'un qui exprime une fonction régalienne de l'État. Donc on voit bien que dans les symboles, ça a tout son sens, et c'est un peu finalement ce qui a manqué pour les infirmiers, finalement, pour prendre sa place dans la société. Et finalement, la crise Covid a été vraiment porteur pour nous, puisque ça a été un peu dit, les invisibles sont devenus visibles, les infirmiers ont su se mobiliser, et c'est la Cour des comptes qui le dit, puisqu'une augmentation de 10% des dépenses liées aux soins infirmiers, mais également, ça a été dit, par les cadres de santé qui ont organisé les services, la question de passer d'un capacitaire de 3000 lits de soins continus à 10 000, ça veut dire que là, il faut 7 infirmiers pour armer un lit. Donc, on voit bien que les infirmiers ont répondu présent par cette crise. Donc, je pense qu'à partir de là, ça ne peut plus être comme avant. Et cette mobilisation doit permettre, à l'instar de ce qui s'est fait pendant la crise, c'est-à-dire lever les freins, lever toutes les barrières administratives qui ont été pendant un temps, essayer de fluidifier les parcours et d'être beaucoup plus simple et beaucoup plus agile, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant. En tout cas, les infirmiers et les cadres de santé notamment ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, puisqu'il y a eu une réforme puissante qui a assez passé inaperçue, et tout le monde dont le Covid a eu la peau, c'est le service sanitaire, où on a commencé à mettre en musique cette interprofessionnalité, à faire qu'on parle déjà de prévention dans le vrai monde de la santé, et qu'on parle aussi de prévention en interprofessionnalité auprès des gens qui en ont le plus besoin et avec des vrais acteurs de la société et des vrais professionnels de santé, certes en devenir, mais qui commençaient à développer une culture commune et un langage commun, et ça, c'était assez essentiel. J'espère qu'après le Covid, on aura plus de remise en question de ces sujets-là. J'ai un propos un peu décousu parce que j'ai essayé de répondre à tout ce qui a été dit ce matin et à tordre un peu le cou. Alors, une chose qui a été dit sur les chiffres, c'est catastrophique parce qu'effectivement, il en manque peut-être 30 000, 50 000. Mais en 2040, l'adresse dit qu'il faudra 1 million d'infirmiers en France.
Donc à ce jour, je vous ai donné l'état du tableau du Conseil national, 450 000. Donc quand on a les chiffres de reste actuellement, c'est 750, donc il me manque 300 000 au tableau qui ne sont pas inscrits. Principalement, je peux le dire, dans la fonction publique hospitalière, puisqu'ils ne transmettent pas les listes au Conseil de l'ordre pour inscrire les professionnels. Donc ça veut dire qu'on fait la démographie au doigt mouillé et on fait de la prévision. En avoir Elisabeth Tessier ou Madame Irma, ça ne marcherait pas beaucoup mieux. Mais j'en ai parlé au ministre, c'est pas grave, finalement, tout va bien. On continue comme ça et ça va très bien. Donc on voit bien qu'il y a un manque d'outils de pilotage, mais pour rassurer quand même, parce que j'ai dit un peu du mal, il faut dire du bien, il y a eu, juste avant que M. Castex parte du gouvernement, il a signé un accord pour remettre la formation des infirmiers à niveau depuis la loi de décentralisation, en mettant 300 millions d'euros sur la formation et en augmentant le capacitaire des régions à la formation et en faisant aussi l'investissement immobilier. Donc on peut penser qu'on va peut-être passer au travers des gouttes, mais que ça va être quand même assez compliqué avec tous les constats qui ont été faits ce matin. En tout cas, il y a une réalité autour de tout ça, c'est qu'on a face à des nouvelles générations pour lesquelles le statut ne compte plus. Je n'ai pas dit le volet financier, mais le statut, ça ne les fait plus rêver. Moi, ma mère m'a dit qu'il faut être fonctionnaire, je l'ai écouté et je suis devenu fonctionnaire. Mais je ne pense pas qu'au vu des étudiants que j'avais en charge quand j'exerçais, c'était possible et ça faisait toujours, ça fait toujours quelque chose d'attrayant et d'attractif d'être fonctionnaire. En tout cas, les infirmiers, et ça a été pas trop dit ce matin, 750 000, ça veut dire un infirmier tous les 1000 habitants en France, grosso modo. Ça veut dire que ça participe largement au pacte social, très largement, et que ça intervient dans la société en général, mais également dans une espèce de cohésion dans le monde du soin, puisqu'on est en pré, en poste hospitalier, on est en médecine du travail, on est en santé scolaire. Donc le champ d'intervention de la profession infirmière concourt au pacte social par sa présence, mais également par son action auprès des patients. Tout ça, sont des généralités, parce que ça a été dit, redit, et bien mieux dit que moi, par des gens qui avaient fait des études et qui ont fait beaucoup de présentations et des PowerPoint. Et je pense que c'est un peu indigeste mon discours là maintenant, à part mon accent. En tout cas, l'ordre ne peut pas se contenter de cette situation-là et laisser faire sans rien dire. Donc on mène des études régulièrement. On en fait une par mois et demi environ. On a entre 60 et 80 000 réponses chaque fois sur notre base. Donc si on regarde des vrais scientifiques, c'est forcément biaisé, puisque ce sont que des infirmiers qui répondent à notre base et qui sont inscrits au Conseil de l'ordre, avec la fragilité que j'ai de notre base. Mais en tout cas, le message qu'ils nous ont donné, et actuellement, il n'y a pas l'ordre des médecins ici aujourd'hui, c'est dommage. Ils sont en réélection et le prochain président sortira demain. Il faut qu'on casse un peu les tabous. Il y a Olivier qui est dans la salle et qu'on les brise et qu'on aille plus loin. Qu'on discute de ce corporatisme et de ce monopole médical qui n'a plus cours, puisque les 10 prochaines années, on va être confronté à une vraie difficulté qui va être de la descente de la démographie médicale qui va continuer à descendre. Ça semble incroyable, mais c'est le chiffre de l'adresse. Et en 2035-2036, c'est le dernier rapport de l'adresse sur le rapport trajectoire. On aura un problème sur les spécialistes, puisque les spécialistes viendront eux-mêmes à décliner. Donc on aura des généralistes, mais plus de spécialistes. Donc d'autres problématiques à gérer. Et le Conseil de l'ordre, finalement, à travers toutes ces consultations qu'on mène, on a décidé de porter une plateforme politique pour les élections présidentielles. On se félicite quasiment, les deux candidats, même s'il n'y a eu que 7 minutes sur la santé au débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur la santé, ont repris nos éléments de langage, donc on s'en félicite largement, puisque l'expérience internationale dont on a parlé avant sur le C2I, c'est très évanescent et c'est plutôt adapté à des pays qui ne sont pas industrialisés comme la France. Mais en tout cas, la question du premier recours, et Gaëtan est là, on en parlera tout à l'heure, tout au moins il en dira un mot, puisqu'on a décidé, pas d'harmoniser, mais de parler des choses, du premier recours et de l'accès direct aux infirmiers doit être réfléchi. Et c'est dans ces instances-là, je pense qu'il faut le dire, vous êtes des RH. Moi, je ne suis qu'un lobbyiste de ma profession et j'ai un biais, puisque d'où je parle, je fais forcément du lobby. Mais je pense que ces idées-là doivent être diffusées sans tabou, puisque finalement, toutes les réflexions qu'il y a eu ce matin sont à périmètre réglementaire constant. Or, depuis que je suis arrivé à l'ordre, je vous l'ai dit, on a fait les IPA en 2018, mais on a fait l'évolution tout dernièrement sur la vaccination. Pendant la crise Covid, les tests Covid, la vaccination. Il y a eu aussi le télésoin. Et c'est là-dessus que je voulais revenir sur l'instance politique, finalement. La maturité, même si on est encore très turbulent et que je n'ai pas un discours convenu et que des fois je fais rire les gens par des gros mots ou des choses comme ça,
ça a un poids et une valeur qui doit permettre. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'il faut réfléchir hors du cadre tel qu'il est actuellement réglementaire et aller plus loin. Parce que ça veut dire qu'un vieil infirmier comme moi, qui a travaillé pendant 25 ans, chez un chef de service qui a été nommé ce matin parce qu'il avait fait beaucoup de rapports, qui n'ont jamais été mis en œuvre parce qu'il n'avait pas la puissance politique pour le mettre, finalement, ils sont restés lettres mortes et n'ont pas pris soin et n'ont pas été mis en musique. Alors qu'on connaît ce rapport-là depuis 20 ans, c'est Yvon Berland, et le fait de proposer un avenir clinique à des professionnels qui ne veulent pas faire du management ou qui ne veulent pas aller dans un bloc opératoire, je sais qu'il y a un Général Electric, ça ne va peut-être pas leur faire plaisir, mais qui veulent vraiment travailler auprès des patients dans cette relation, finalement, qui a été décrite tout à l'heure par Général Electric, elles n'ont pas d'avenir. J'étais chargé de mission par Olivier Véran avec le CNOM pour réfléchir sur la profession de santé intermédiaire. Bon, le CNOM a refusé et Stéphane Rist a vu sa loi complètement ratatinée sur son premier article. C'est la première fois dans la Ve République qu'un député présente une loi et que le premier article est complètement retoqué à l'Assemblée et qu'on fait une loi pour faire des rapports. Donc on voit bien la puissance du lobby médical sur ce sujet-là et la question du monopole telle qu'elle est gardée et maintenue. Donc sortons du cadre et allons plus loin et regardons ce que pourraient faire les infirmiers en toute autonomie. J'ai bien vu les diatribes de Patrick Pelouse dire qu'avec les infirmiers de pratique avancée aux urgences, on allait tuer les gens. La Cour des comptes, dans son rapport de 2019, dit que 60% des gens qui se présentent aux urgences n'ont strictement rien à y faire. Donc je ne sais pas, il y a peut-être un hiatus, on ne doit pas avoir les mêmes patients ou les gens qui sont allés observer sur la France entière, puisqu'il y a les références dans le rapport, ne doivent pas avoir les mêmes gens. Donc moi, c'est vraiment ça le message, c'est que ce qu'on essaye de porter, c'est de faire évoluer cette profession, la faire évoluer en ayant plus de responsabilités. Mais ça a été dit aussi ce matin, la question de la rémunération, on peut penser que ça a juste été une compensation pendant le Ségur, qui a été quelque chose d'assez intéressant, mal vendu je dirais, mais d'assez intéressant pour la profession, et peut-être juste un rattrapage qui va demander encore de remettre un peu d'argent dans le moulin, mais ça risque d'être. La question aussi de la démocratie. J'ai dit tout à l'heure à certains d'entre vous, pour une blague, moi je trouve que je ne suis pas le seul infirmier aujourd'hui ici, mais quand on n'est pas à table, c'est qu'on est au menu. Et donc cette question-là, d'avoir des infirmiers dans les instances représentatives, dans le directoire ou dans le conseil d'administration, je l'avais porté dans la loi 3DS et finalement on s'est fait avoir, puisque même il y a le représentant des internes dans la CRSA, la grande messe à 150 personnes régionalement, et les professionnels les plus nombreux sur le territoire, qui sont même d'organiser les soins, ils ne sont pas présents. Donc on voit bien que tous ces sujets-là, finalement, ont besoin d'un portage politique assez important. Et finalement, c'est ce que nous disent les infirmiers. La question des ratios pour la QVT, c'est essentiel. La question de la tarification de l'activité aussi. Les infirmiers, on ne mesure que l'activité médicale et pas du tout l'activité infirmière. Or, moi, mon temps, c'est 50% de technique et 50% à parler à un patient et à le motiver, à déjargonner ce qu'on lui a expliqué, à essayer de le motiver, à le sortir de son fond de lit pour qu'il prenne courage et qu'il se soigne et qu'il continue son chemin avec la pathologie qu'il a. Donc, on ne mesure pas l'activité infirmière sur ces sujets-là. Donc voilà, ce qu'on plaide actuellement, c'est pour que les infirmiers aient une véritable autonomie, qu'on arrête d'être sur un rôle complètement prescrit tout au long de la vie. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle, c'est un discours qui défrise et sur lequel je me heurte pas mal. Mais en tout cas, ça permettrait une progression professionnelle tout au long de la vie en restant infirmier et clinicien comme beaucoup souhaitent l'être et pas entrer dans les métiers du management ou d'une hyperspécialité. Et puis, finalement, c'est l'avenir que porte l'ordre et qu'on va essayer de porter auprès de ce prochain, futur, ex-nouveau gouvernement avec, on espère, une écoute attentive telle qu'on l'a eue auparavant avec Olivier Véran. Merci. Grand merci pour de nouveau ce témoignage rempli d'expérience et d'honnêteté. Merci beaucoup, M. Chamberedon. Alors, nous allons maintenant avoir un exercice sympa. J'espère qu'il va bien se passer. Parce que il faudra qu'il se fasse dans un espace-temps assez réduit qui est une demi-heure. Mais je leur ai accordé parce qu'ils m'ont convaincu. Nous allons avoir les témoignages de 3 personnes, messieurs Lavigne et Paul, qui sont des inspecteurs généraux ou anciens inspecteurs généraux de l'IGAS, ainsi que le professeur Mila, qui est chirurgien et de Montpellier, qui vont nous communiquer leur expérience sur la question de cette table ronde. Et je leur donne la parole maintenant.
Mais ils peuvent peut-être tous les trois se présenter au tableau là-bas. Hein. Oui, vous êtes Monsieur Mila, professeur Mila, vous êtes là, Monsieur Paul aussi. Voilà. Alors je vous dis simplement, comme le temps est compté, je suis désolé, mais une demi-heure, voilà. Oui, merci. Je vais dire un mot, hein, simplement, c'est pour présenter mes deux collègues, parce que les conditions de contexte sont particulières en termes de temps. Je suis un petit peu à l'origine, et je les en remercie de leur présence devant vous. Je suis Claude Lavigne, je suis un ancien IGAS, reste depuis quelques mois. J'ai également une activité au sein de la Société française d'évaluation, et il nous est apparu intéressant de rajouter quelques mots de raisonnement à une richesse de présentation qui ne s'est pas démentie depuis le début et l'ouverture des travaux. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire que finalement, sans innovation, sans réflexion, eh bien, rien ne se passe. Parmi les éléments que l'on pointe, on pointe fréquemment dans beaucoup d'interventions, ça a été le cas ici comme dans d'autres séances ou cénacles, on pointe le fait que les gens ont horreur finalement d'être dérangés pour quelque chose qui leur prend du temps, de l'énergie et qui peut-être leur apparaître sans véritable lien avec leurs objectifs ou l'intérêt de leur activité professionnelle. Et là-dedans, il y a des éléments qui font résonance. On veut faire du sur-mesure. Qui dit sur-mesure dit expérimentation. Et on se rend compte que bien souvent, l'évaluation n'est pas au rendez-vous, en tout cas la vraie évaluation. Je ne parle pas de l'évaluation statistique qui consiste à numérer ou dénombrer les expériences qui ont lieu, mais on est très prolixe dans nos textes sur les règles d'expérimentation ou les formules d'expérimentation. Et très clairement, depuis quelques années, depuis 5 ans en particulier, n'est-ce pas, au niveau des politiques publiques nationales, l'évaluation n'est pas portée par les pouvoirs publics du tout. On va directement au résultat, on en relance, etc. Donc la question de savoir quelle pouvait être la place de l'évaluation nous est apparue, et Stéphane, qui se présentera tout à l'heure, qui est à mes côtés, reviendra sur ce sujet dans la perspective d'une gratification finalement individuelle et collective pour les acteurs. Un mot en revanche qui est beaucoup plus fort de notoriété que l'évaluation aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à la certification. Dans bien des pays étrangers, la Chine en tête, mais il y en a d'autres, c'est même une règle d'or. Vous ne faites que du classement. Celui qui n'est pas au niveau, malheureusement, les temps sont durs pour lui très vite, au niveau professionnel. Et même quand on veut changer d'emploi, si vous venez d'un endroit qui est blacklisté, vous avez bien du mal à être recruté. Donc, cette notion de positionnement positif, pour le coup, de la certification nous est apparu un sujet intéressant pour se rajouter à la journée. Et j'ai le grand plaisir d'avoir eu l'acceptation, je vais lui céder en premier la parole, du professeur Mila sur ces sujets. Et je vous laisse tous les deux. Voilà. Pour clarifier la situation, je ne vais parler ni d'évaluation, ni de certification, mais d'accréditation. Donc, vous voyez que ça commence par... je suis là depuis assez tôt ce matin et je m'aperçois que finalement, d'avoir intitulé ma proposition, ma présentation au nom de la sécurité des soins n'était pas tout à fait inutile, puisque finalement, quand même, toute cette industrie médicale, elle a quand même pour but de soigner les patients et de les soigner, si possible, dans des conditions de bonne sécurité. Et vu le contexte de votre journée, il m'a paru intéressant d'évoquer les aspects ou les intersections entre le domaine des ressources humaines et le domaine de la sécurité des soins. Alors ça, c'est la classification de la sécurité des activités humaines. Si vous regardez le diagramme en bas, vous voyez que ça ne vous surprendra pas, ça va de l'alpinisme himalayen jusqu'à l'industrie nucléaire. Et je ne rentrerai pas dans le détail de ces différentes activités. Par contre, je vous invite à regarder plutôt le rectangle jaune qui décrit l'étendue du risque médical, qui a cette particularité d'être globalement important, mais surtout très inégalement réparti selon le type des activités en cause.
Et si on regarde le détail qui est décrit dans les encadrés supérieurs de la diapositive, eh bien, ce sont les caractéristiques des activités, mais non, ce sont les caractéristiques des activités qui sont en dessous. Et vous verrez que ça s'applique assez bien au domaine de risque médical aussi, puisque dans le haut risque médical, on voit une appréciation individuelle du risque, une activité autonome et finalement des conséquences de l'acte qui sont absolument ou peu prises en considération. À l'inverse, sur la haute sécurité, on voit de l'ultra-réglé, de l'évaluation, de l'adhésion au but de la sécurité. Et finalement, le point négatif, c'est qu'il est difficile d'aller plus loin en termes de qualité. Et au milieu, l'essentiel de l'activité médicale, eh bien, des procédures qui sont peu ou mal modélisées, des formations qui sont souvent défaillantes, un partage faible et une communication faible entre acteurs, une performance qui impose le risque et une absence de traçabilité. Et je trouve que finalement, quand on regarde ces caractéristiques-là, on retrouve quand même pas mal le domaine de l'activité médicale. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est la diapositive suivante. Eh bien, la conséquence, c'est ce qu'on appelle des événements indésirables associés aux soins, c'est-à-dire un ensemble de dysfonctionnements et d'erreurs qui impactent négativement le parcours des patients. Et en chiffres simples, 5% des causes d'hospitalisation sont dues à des événements indésirables associés aux soins. C'est 20% pour les patients de plus de 80 ans. C'est un patient hospitalisé sur 10 qui aura un événement indésirable. En soins au domicile, c'est entre 3 et 15%. La moitié de ces événements sont évitables et 10% des dépenses hospitalières sont utilisées pour remédier aux événements indésirables. Donc peut-être que ce sens du soin en matière de sécurité, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer de remédier à la situation. Alors, ce n'est pas spécifique au territoire national, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà une grande statistique du Royaume-Uni qui a été publiée en 2019. Pour 1000 patients pris en charge dans les établissements, 50 ont eu des dommages qui auraient été évitables, 6 en auront des séquelles définitives ou décès. La suivante, s'il vous plaît. Alors, quelle est la solution? La solution, elle est théoriquement relativement simple, c'est-à-dire qu'il faudra appliquer à l'activité médicale ce que de nombreuses industries ont déjà appliqué depuis plusieurs décennies, à savoir prendre en compte les événements indésirables pour essayer d'éviter qu'ils ne se reproduisent. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un traçage des événements, analyser les événements et les stocker dans une base, produire à partir de l'analyse des événements des recommandations et mettre en œuvre les recommandations pour voir si elles permettent de diminuer la fréquence des événements indésirables. Alors ce dispositif-là, eh bien, il a évidemment un certain nombre de contraintes qui sont toutes liées, non, c'est la suivante, oui, qui sont toutes liées au principe de la déclaration et de la gestion des événements indésirables associés aux soins. On sait très bien, depuis les recommandations de l'Académie de médecine ou de l'Organisation mondiale de la santé, que pour que le système fonctionne en activité médicale, il faut qu'il soit garanti de confidentialité et qu'il ne soit pas punitif. On sait très bien que les erreurs ne sont pas une intention de nuire, c'est-à-dire que réagir vis-à-vis de l'erreur immédiatement comme vis-à-vis d'un système punitif, c'est faire une très grosse erreur en matière de gestion des risques. On sait très bien que chaque erreur doit faire l'objet d'une analyse collective, objective et systémique. Le problème est souvent qu'on se concentre excessivement sur le que s'est-il passé, autrement dit sur l'événement, alors que la véritable gestion des risques, c'est de se poser la question que dit cet événement de la façon dont nous travaillons. Et la conclusion de ces analyses peut être simplement un rappel à la recommandation, ce qui n'est malheureusement pas la bonne méthode en matière de répétition de la défaillance. Et de plus, aujourd'hui, la gestion des événements indésirables se complique par le fait que on ne peut plus s'adresser exclusivement aux événements survenant en établissement, mais il faut intégrer ce qu'on appelle le parcours de soins, autrement dit les relations ville-hôpital ou hôpital-hôpital quand il y a des transferts à l'intérieur du même établissement. Alors, de quoi s'agit-il quand je vous parle de l'accréditation des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité dite à risque? Je vous parle d'un dispositif qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est né d'un intérêt financier. C'est-à-dire qu'en 2004-2005, un certain nombre de spécialités médicales revendiquaient auprès des autorités de tutelle sur le fait qu'ils étaient confrontés à une augmentation importante de leur prime de responsabilité civile professionnelle. Et en réponse à cette sollicitation, la CNAM a accepté de participer aux dites primes de responsabilité civile professionnelle à la condition que les spécialistes de ces spécialités dites à risque mettent en place dans leur pratique une gestion des risques. Alors c'est ce qui a été fait et confié à la Haute Autorité de Santé en s'appuyant sur des organismes de professionnels en activité et l'architecture du dispositif associait
analyse des événements indésirables évitables, actualisation des connaissances et évaluation des pratiques. C'est la HAS qui prononce l'accréditation. Et dans le cas particulier, la participation de la CNAM s'adressait à ceux qui payaient une prime de responsabilité civile professionnelle. Évidemment, c'était des praticiens libéraux. Et encore aujourd'hui, jusqu'à un passé récent, les organismes accréditeurs qui s'occupent de l'accréditation sont occupés pour 90% d'entre eux par des praticiens libéraux et pas par des praticiens publics. Plaque suivante, s'il vous plaît. Et donc l'événement qui justifie que je sois présent ce matin pour vous parler de ça, c'est que j'ai obtenu, au terme d'un long combat, que le financement de l'accréditation puisse être étendu aux praticiens exerçant dans les hôpitaux publics. Et c'est un financement, je ne vous rentre pas dans le détail. Le plus important, c'est qu'il permette aujourd'hui de développer cette accréditation dans les hôpitaux publics et surtout de créer, c'est là où je vais répondre en partie à la remarque qui a été faite tout à l'heure, de créer un véritable lien entre accréditation des médecins et certification de l'établissement dans lequel ils travaillent, puisque la HAS va porter une attention particulière à la dite accréditation. La plaque suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai reçu du ministère une mission pour accompagner ce déploiement dans l'accréditation des hôpitaux publics. Je ne vais évidemment pas vous en faire le détail, mais je voudrais vous en donner l'état d'esprit, qui est de construire ce déploiement de l'accréditation, d'une part sur le sens et la sécurité des soins, en d'autres termes, répondre en priorité aux attentes légitimes des patients qui s'adressent aux hôpitaux pour être pris en charge, mais aussi de répondre aux attentes insatisfaites d'un certain nombre de personnels hospitaliers qui sont là en formation et qui souffrent d'un défaut de formation et d'accompagnement. Et enfin, et ce sera peut-être l'aspect le plus RH du sujet, l'aspect équipe. Alors, l'équipe, c'est évidemment l'outil de gestion des risques essentiel en matière d'activité médicale, puisqu'on sait très bien que dans l'activité médicale, le risque est inhérent à l'activité. On ne peut pas éviter le risque. Il y aura forcément des événements indésirables, forcément des erreurs. Donc le problème, c'est de mettre en place une intelligence collective, un travail en équipe qui permettra la détection et la récupération des événements indésirables. Et donc, la difficulté auquel on est confronté dans ce déploiement, c'est que les textes de loi de 2004 ont créé une possibilité d'accréditation en équipe, mais pour des praticiens d'une même spécialité, alors qu'on sait très pertinemment qu'au niveau des établissements hospitaliers, l'équipe, elle n'est pas d'une même spécialité, c'est une équipe qui est plurispécialité, pluriprofessionnelle, consubstantielle à l'exercice hospitalier. C'est une compétence collective avec des personnes qui sont interdépendantes dans la responsabilité du résultat. Il y a évidemment les paramètres systémiques, et bien évidemment, c'est un projet qui est spécifique à l'établissement. Et donc, le schéma ici est en complexité, mais seulement en apparence. On a donc le devoir d'utiliser une accréditation qui est individuelle par nature et qui crée un lien avec la Haute Autorité de Santé et les organismes accréditeurs, et de la mettre au service d'une accréditation qui sera nécessairement en équipe, autrement dit avec une forte responsabilité des RH, mais aussi une triple responsabilité dans la gestion des événements et du signalement qui appartient à la CME, dont c'est la responsabilité légale, à la gestion des risques des établissements et au coordinateur de la gestion des risques associés aux soins, avec une forte nécessité de médicaliser ce circuit de signalement si on veut qu'il fonctionne. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, quels enjeux pour les établissements ? Le premier, c'est de créer cette confiance sans laquelle il n'y a pas de possibilité de signalement, et en associant, comme je viens de le dire sur la plaque précédente, la CME, la direction qualité et le coordonnateur de la gestion des risques. Il y a un problème à gérer qui est de mettre en cohabitation certaines spécialités qui pourront être accréditées et d'autres qui actuellement ne peuvent pas l'être, mais très probablement ce déploiement sera l'occasion de redéfinir le périmètre en fonction des véritables risques et non de la sinistralité, et notamment de prendre en considération que les médicaments, c'est 50% des événements indésirables associés aux soins. Alors, l'aspect spécifique RH, je dirais que le premier et peut-être le plus important, c'est d'avoir une gestion hospitalière des personnels qui soit respectueuse de l'équipe. Il est assez paradoxal de constater qu'on va partout répétant que la sécurité, ce sont les équipes, mais la gestion RH, le plus souvent, est plus préoccupée de mobilité des personnels que de respecter la constitution d'une équipe donnée en fonction d'un lieu ou d'une compétence. Et donc, les événements qui sont signalés et analysés font remonter très bien les problèmes liés à la mobilité des personnels, autrement dit au fait qu'on déplace des gens qui n'ont pas les compétences requises pour se retrouver d'une infirmière d'ophtalmologie à un bloc de chirurgie digestive,
Et les patients, l'hébergement, comme solution palliative aux lits qui sont difficiles à trouver, eh bien, on se retrouve avec des patients qui vont être hébergés dans des lieux où ce n'est pas la compétence nécessaire pour la surveillance. Et il y a des événements indésirables graves, des décès qui sont directement imputables aux hébergements. Alors, la recertification périodique qui va faire son apparition au 1er janvier prochain, ben, elle concerne tous les métiers à ordre, et ce n'est pas après l'orateur précédent que je vais vous dire qu'il y a tous les ordres infirmiers qui vont être concernés. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est très important en gestion RH que tout ça aboutisse à une valorisation, une gratification et reconnaissance des équipes au niveau du local. La suivante, s'il vous plaît. Autre impact RH qui est plus difficile encore, l'aspect des médecins quand il s'agit de l'équipe. Est-ce que le casting des PUPH et des professeurs est tout à fait actualisable pour répondre davantage et de manière plus efficace aux situations du jour? Je pense qu'il y aurait beaucoup à redire, puisque les conditions actuelles de recrutement des professeurs sont encore orientées sur un certain nombre de critères qui ne correspondent pas forcément aux responsabilités qu'ils vont avoir à assumer. Les PH sont nommés une fois pour toutes, et comment on gère un PH vieillissant, comment on arrive à créer une véritable motivation, une remotivation pour un PH qui est déjà là depuis 20 ans et qui n'a rien d'autre à espérer que d'atteindre le 13e échelon au bout de sa carrière. C'est un vrai problème et je pense que c'est un problème de RH. Les internes et les étudiants se plaignent régulièrement d'être totalement abandonnés dans les services et de ne pas voir les personnes qui sont là en charge de leur formation et de leur accompagnement. De ne pas se soucier de la jeune génération, c'est quand même se tirer une balle dans le pied en matière d'avenir. Oui. La labellisation, alors ça, les usagers demandent à pouvoir se diriger dans le système. Je pense que les médecins accrédités pourront être mobilisés en faveur des formations des personnels. Et l'accréditation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, doit être mise au service du collectif. Je crois que c'est presque... Alors, l'incitatif, ça a été évoqué tout à l'heure. Je crois que c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a une éthique hospitalière qui, théoriquement, ne devrait pas faire sujet sur cette notion d'incitatif, puisque c'est l'engagement des professionnels à satisfaire les besoins des patients. Je pense qu'il y a des pistes de réflexion. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas très intéressant. Par contre, je voudrais relire avec vous la dernière phrase de cette diapositive, qui est qu'une prime doit-elle servir d'incitatif pour promouvoir ce qu'un référentiel fixe comme une exigence? Je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui, qu'on passe son temps à inventer des primes qui se surajoutent les unes aux autres, et qu'en fait, ce sont des primes qui ne demandent rien d'autre que ce qu'on fasse, ce qui doit être fait. Vous m'expliquerez le sens de la prime dans ce contexte. La dernière, je crois. Oui, la dernière. Donc, l'accréditation des médecins, que j'espère arriver à déployer dans les hôpitaux publics, il faut oublier l'aspect outils, boîte à outils, qui est un peu HS dans le cas particulier, mais surtout se préoccuper de ce à quoi elle doit engager, respecter l'équipe, et ça, je pense que les responsabilités des ressources humaines en matière du respect de l'équipe sont majeures. La sécurité se construit par une communication efficace entre acteurs équivalents. Il ne faut pas que la hiérarchie soit une perturbation dans le fonctionnement des équipes. Réduire la sinistralité, ça améliore la qualité de vie au travail. Et le sens du soin, c'est-à-dire la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, ça contribue à l'attractivité des métiers et à la fidélisation du personnel. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Vous avez réussi l'exploit de tout dire en 15 minutes. Et puis, il y a quand même un point important, respecter l'équipe, communication entre acteurs. C'est ce qui est quand même un peu le leitmotiv des propos qu'on a entendus dans la conférence. Deuxième partie. La parole est à vous, Monsieur Paul. Merci. Enfin, je vous dis merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé de parler d'évaluation, mais c'est un merci qui n'est pas tout à fait sincère, parce que je pense que ce n'est pas un cadeau absolu de parler d'évaluation, qui est un concept un peu exotique, sans doute pour vous dans les établissements de santé, par rapport à des concepts que vous connaissez mieux, comme ceux d'accréditation ou de certification. On va passer aux diapos suivantes assez rapidement, puisqu'il paraît qu'on est contraint. Et donc, je vais essayer d'abord de vous donner 7 caractéristiques qui permettent de savoir qu'on est dans l'univers intellectuel de l'évaluation et pas dans les autres. Ensuite, je regarderai avec vous l'évaluation appliquée aux pratiques professionnelles,
ce qui se fait dans des univers autres que celui du sanitaire pur. Et puis enfin, ça sera ma conclusion, faute de temps, l'intérêt pour les établissements et leur personnel. Alors, on va commencer par essayer de se mettre d'accord sur ce que peut vouloir dire ce concept d'évaluation. Et pour ça, je vous suggère d'entrer dans la chambre d'un patient. On lui a pris sa température, 37,8. On lui a pris sa tension artérielle, 12,7. Et il y a quelqu'un qui lui a dit « Oh, c'est bien 12,7 ». Mais le patient, il a répondu « Oui, mais moi, j'ai mal ». Et à ce moment-là, on a changé d'univers intellectuel. On n'a pas pris un instrument. On ne s'est pas mis avec des chiffres derrière la virgule. On lui a dit finalement, sur une échelle entre 0 et 10, comment vous situez votre douleur? Alors, comme il a envie qu'on traite sa douleur et qu'on lui donne un médicament, il est tenté de dire 5. Mais comme notre brave homme avec son pyjama bleu et ses chaussettes noires, il ne veut pas passer pour douillet, il dit entre 4 et 5. Suivante. Et la différence entre les premiers items, température, tension artérielle, où on a une mesure précise, prise par un instrument et où le patient n'avait rien à faire, c'est qu'ici, on n'est plus sur de la mesure, on n'est plus sur de la mesure, on est sur de l'évaluation. La suivante, j'essaie d'aller vite. La suivante, c'est qu'à travers ce tout petit exemple dans la chambre du malade, vous voyez les 3 premières caractéristiques de l'évaluation. La première caractéristique, c'est que dans les univers où 2 et 2 font 4, ce n'est pas l'évaluation. Mais dans les univers où 2 et 2, ça va faire entre 3,8 et 4,2 en fonction du contexte et des personnes, il y a place pour l'évaluation. Deuxième chose, on a demandé au patient de dire son niveau de douleur. Et dans toutes les évaluations, quelles qu'elles soient, tout à l'heure on en verra bien d'autres, l'auto-évaluation, l'évaluation faite par soi-même, si on raccroche avec le sujet qui vient d'être évoqué, l'évaluation faite par l'équipe elle-même, c'est une des caractéristiques. Et la troisième, c'est que l'évaluation ne permet pas des comparaisons, elle permet des comparaisons dans le temps. Pour mon patient en pyjama, on va savoir si sa douleur, il la ressent comme étant plus ou moins forte il y a 3 jours. Mais en revanche, entre les 4 à 5 donnés par cette personne et les 5 à 6 donnés par une autre personne, on ne peut pas comparer parce que justement, c'est très lié à la personne et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de mesure, mais qu'on a parlé d'évaluation. Alors après cette toute petite tête d'épingle pour les 3 premières caractéristiques de l'évaluation, on va passer au méga et notamment au plan cancer. Le plan cancer, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez mieux que moi, la plupart d'entre vous. C'est finalement une déclinaison de politique publique avec des objectifs, des sous-objectifs et puis des mesures du genre de celle-là. Par exemple, sensibiliser les médecins traitants aux circonstances de découverte des cancers. Et la question, c'est que ce plan, parce que c'est un élément de politique publique, il doit être évalué. Vous savez, on dit beaucoup que nos politiques publiques doivent être évaluées. Et pour l'évaluer, oui, il ne faut pas se demander est-ce que j'ai sensibilisé les médecins traitants, etc. Ou on ne peut pas se demander combien de médecins traitants ont été sensibilisés. Parce que ça, c'est faire du bilan. Mais est-ce qu'une fois sensibilisés, ils ont été d'abord, entre guillemets, bien sensibilisés? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et au final, est-ce que le patient cancéreux s'y retrouve dans cette sensibilisation? Suivante. Et à ce moment-là, on voit qu'une étape d'évaluation, c'est toutes sortes de choses, mais c'est d'abord vérifier que ce qui a été prévu est mis en place, mais ça n'est que la première étape. Ce qu'il va falloir, c'est regarder les effets, attendus ou non, les impacts sur la population concernée, et au final, on portera un jugement. Et quand on va s'attaquer aux pratiques professionnelles, on va essayer de retrouver ces 7 caractéristiques, les 3 que je vous ai données sur la douleur et les 4 que vous avez ici. Quand on fait de l'évaluation de politique publique, on prend des démonstrations au sens scientifique du terme, mais on a aussi des descriptions qualitatives avec des enquêtes, des interrogations, des histoires de vie.
on associe les parties prenantes. Parties prenantes, c'est l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre de la politique. Alors, ce n'est pas les directeurs, hein, c'est la partie prenante, c'est-à-dire la personne qui, au plus près du bénéficiaire final qu'est l'usager, celui qui fait usage de la politique publique ou de l'établissement de santé, celui qui est au plus près donc de cette base. Et puis tout ça aboutit à un jugement qui exprime toujours des acquis. En quoi ce que l'on fait est bien fait. Ça nous différencie du contrôle. L'objectif du contrôleur, c'est d'emmerder le contrôlé et de montrer que le contrôlé a mal travaillé. L'objectif de l'évaluateur, c'est de mettre en valeur à la fois ce qui est mal et aussi ce qui est bien. Alors maintenant, je vais venir vers l'évaluation des pratiques professionnelles qui supposerait qu'on travaille en 3 étapes. D'abord, on détermine quelle est la pratique professionnelle attendue, celle qui incarne à certains égards le mieux que l'on puisse faire. Et puis ensuite, on regarde ce qu'est le réel. Je ne souhaite pas subir. On regarde le réel. Et puis ensuite, on propose des conditions d'amélioration. Alors, je vais aller rapidement à la diapo suivante, avec 2 exemples qui peuvent toucher des établissements de santé, mais ce sont des exemples dont je ne vais retenir que le théorique, que ce qui devrait marcher le mieux, et pas toujours le réel, j'y reviendrai. La suivante. Les pratiques professionnelles attendues dans le domaine social et médico-social, qui est celui que je connais le moins mal, celui pour lequel j'ai travaillé sur l'évaluation, on a ce qu'on appelle des recommandations de bonnes pratiques qui sont faites à la fois avec des groupes de travail qui associent des usagers, des professionnels, et y compris des professionnels du bottom plus que du top, pour reprendre les mots qu'avait employé un directeur. Et puis, on a là les exemples. Suivante. La question que je me suis posée, c'est quid pour les établissements de santé? Et du coup, vous voyez que la HAS, notamment, produit beaucoup de choses. Et je suis allé sur le site de la HAS et j'ai regardé l'une des dernières. Et je me suis demandé si elle était capable, justement, de donner la bonne pratique. Et la dernière, c'était diagnostic et prise en charge de l'enfant qui a ingéré une pile bouton. Vous savez, les piles qu'on trouve dans les jouets ou ailleurs. Bon, j'ai été atterré. Bon, je vous le dis pour vous réveiller à l'heure de la sieste, mais j'ai été atterré parce qu'en fait, on voit bien que tout est dans la technique. Et je ne vais pas développer plus loin parce que je sais que le temps est compté, mais ça m'a rappelé le mot que j'ai noté scrupuleusement sur mon petit papier ce matin, qui a été prononcé par le professeur Michel. Rencontrer les familles, ça ne compte pas, au sens on ne le comptabilise pas. Eh bien, dans l'exemple de la HAS, le progrès serait d'avoir des recommandations qui intègrent ce qu'à l'heure actuelle, on ne comptabilise pas ou pas assez. Et à ce moment-là, ça donnerait des outils pour évaluer. La suivante. Qui peut évaluer? Je reviens à l'auto-évaluation de la douleur. Là aussi, c'est d'abord l'établissement dans le cadre médico-social où on parle d'évaluation interne. Et c'est aussi l'équipe et c'est aussi la personne, on l'a vu pour la douleur. Et cette évaluation interne ou auto-évaluation doit être complétée par une autre évaluation qui va vérifier que la première, l'évaluation interne ou auto-évaluation, a été correctement assurée. Et ça peut être fait soit par les pairs, et c'est le cadre que l'on a pour les organismes de recherche, soit par des organismes indépendants accrédités. C'est ce que l'on a dans le domaine social et médico-social et qui, de mon point de vue, est un assez large échec. Si ça vous amuse, je pourrais y revenir. Et comment ça veut dire être fidèle à ce qu'est l'évaluation, c'est-à-dire regarder tout ce qui n'est pas mesurable. S'il y avait une seule chose à retenir des 45 minutes qui me sont accordées pour parler, ce serait ça. L'évaluation doit porter sur tout ce qui n'est pas mesurable. Et dans le domaine des établissements de santé, c'est évidemment assez difficile. Non, il y avait un petit peu avant. Voilà. Alors, en conclusion, est-ce que ce que je viens de vous raconter, qui est largement hérité
de ce qui est souhaitable de faire dans les établissements sociaux et médico-sociaux est transposable. Je passe sur cette diapositive. Quel bénéfice pour les établissements? Juste un mot sur les coûts liés à la non-qualité. Dans le social et le médico-social, c'est très facile d'avoir une non-qualité qui ne se voit pas, mais qui peut durer longtemps, jusqu'au jour où il y a un accident industriel qui peut s'appeler Orpea. Et la dernière diapositive, ça va passer vite, les diapositives. La dernière diapositive, c'est celle-ci. C'est sorti d'un truc qui s'appelle Interrogation sur le service public. Et les gens hors santé, ce n'est pas les salariés du privé, c'est les salariés qui sont soit dans la fonction publique de l'État, soit dans la fonction publique territoriale. Ça va être à la fois les enseignants et puis, le cas échéant, les employés de mairie, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? La perte de sens. Et la perte de sens, pour la santé, elle est un petit peu inférieure aux autres, mais quand même très, très peu inférieure. Moi, je pense qu'on souhaiterait, avec ce qu'on a entendu depuis le début de la matinée, qu'on soit ici. Et la question que je vous soumets, c'est est-ce que les techniques de l'évaluation, que j'aurais souhaité pouvoir plus longuement vous raconter, sont susceptibles ou non de faire reculer la branche verte? Merci beaucoup. Vous avez quand même réussi l'exploit de nous faire une démonstration très intéressante. Je trouve que ce dernier slide est une conclusion majeure, parce qu'on retrouve les mêmes problématiques que celles qu'on a toujours vues. Et la perte de sens, quand même, qui est quand même peut-être aussi le leitmotiv de cette conférence. Merci beaucoup. Alors, on va voir un témoignage fort intéressant également. Voilà, je cède la parole maintenant à Monsieur Casanova, président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes. Des internes. Voilà, donc ce sont les médecins en devenir. Alors déjà médecin, mais pas encore docteur, en fait. C'est là où est toute la différence. Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation, évidemment, pour parler de sujet. Alors, étonnamment, sur ce sujet, je ne vais pas vous parler beaucoup des internes, parce que moi, j'ai une conviction, c'est que le meilleur moyen de parler des internes, c'est de parler de l'endroit où ils travaillent, de comment on l'organise. Et là, ça aura un retentissement sur les internes. Si on parle d'eux de façon totalement déconnectée, suspendue dans le vide, eh bien, en général, on n'arrive pas à grand-chose. Mais ça vaut pour à peu près n'importe quel discours sectoriel, ça ne marche pas. Alors, finalement, j'ai un peu changé mon discours. Le sujet, c'était recréer une dynamique de motivation professionnelle. Alors, je suis reparti dans mes cours de lycée que j'ai oublié. Je me dis, c'est quoi la dynamique en physique ? Et donc là, je suis revenu sur la seconde loi de Newton qui dit principe fondamental. Donc, dans un référentiel galiléen, l'accélération du centre d'inertie d'un système de masse m constante est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit et inversement proportionnelle à m. Bon, j'espère que si vous avez suivi la phrase, vous voyez où je veux venir quand même. C'est pas totalement déconnecté. Alors, les forces, en gros, pour accélérer, c'est quand même pas mal si elles ont la même direction et le même sens. Pour rappel, en physique, la direction, c'est la droite et le sens, c'est de quel côté de la droite. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'avoir une même direction, deux sens opposés. Et ça arrive à l'hôpital. Et le deuxième, c'est qu'on voit que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse. Et ça veut dire que si vous avez une structure totalement tentaculaire, il y en a une que j'adore puisque j'y suis exilé depuis 3 ans, eh bien c'est très difficile à faire accélérer, très difficile. Et alors je termine cette introduction par un constat sympathique, en tout cas pour l'hôpital public. 21% des internes veulent rester à l'hôpital public. Je vous rassure, je ne vais pas être en porte-à-faux avec ce qui s'est dit précédemment. Ces 21%, ça n'est pas pour des raisons financières qu'ils veulent partir. Ça n'est pas pour des raisons financières. Alors, je rassure aussi les représentants du privé qui pourraient se dire que c'est que parce qu'ils sont très attractifs. La dernière enquête qu'on a menée montre 2 choses. Que les perspectives professionnelles de travail dans le public sont très bien connues, et pourtant ils veulent partir. Par contre, dans le privé, sont totalement inconnus, à plus de 70%. L'analyse que j'en fais, je vous laisse avec, c'est de dire que quand on part massivement d'un endroit sans savoir où on va, on fuit. En réalité, je ne sais pas. Donc je ne suis pas en train de faire les louanges du privé. Je dis, vous avez la chance d'être un peu les bras aimants potentiels de personnes qui sont en processus de fuite.
Alors, sur la masse, on y revient, cette fameuse masse. Ben, je vous l'ai dit, la taille de la structure fait beaucoup. En termes de conditions de travail et de gestion RH, ça a évidemment des incidences très fortes. Et nous, on voit en général, là je parle des internes, que les évaluations de stage, qui valent ce qu'elles valent, mais qui donnent un peu une idée de ce qui se passe, en général meilleures dans les hôpitaux périphériques que dans les CHU. Bizarre, pourtant les CHU c'est là, on fait la recherche, on a les professeurs, etc. Eh bien non, parce que c'est des structures plus petites, moins sclérosées, et plus facilement gérables, et surtout qui sont habitués à travailler sans eux. Ça, c'est un autre sujet, mais ça joue beaucoup. Et alors, il y a un sujet, moi, que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'époque où on dit qu'il faut réindustrialiser la France, je vous en parlais tout à l'heure, je me dis, moi qui suis exilé depuis 3 ans à Paris, qui suis toulousain d'origine, quand on voit la PHP, je me dis que non, la France n'est pas désindustrialisée, parce qu'avec des usines à gaz comme ça, je crois qu'on est probablement un des fleurons européens. Alors, les forces, maintenant, on a parlé de la masse, ensuite il y a les forces. Bon, eh bien, ces forces, soit elles vont dans le même sens, on l'a dit, c'est très bien, soit c'est des freins. Alors le mieux, c'est d'évoluer dans le vide. Quand il n'y a pas de force de frottement, on avance tout seul. Bon, le problème, c'est que le vide, c'est très difficile pour avancer à l'hôpital. Donc on doit faire dans un environnement qui n'est pas vide. Mais ça commence par quoi? Le premier frein à l'hôpital, le choix des équipes et la permanence des personnes. C'est-à-dire que, contrairement au privé, et là je fais les louanges, privé lucratif ou pas d'ailleurs, c'est que lorsque vous ne choisissez pas les équipes, comment pouvez-vous vous assurer de vous retrouver dans une direction et un sens identiques? C'est comme si vous jouez à la loterie. Alors évidemment, les gens essaient d'y mettre du leur pour pouvoir y arriver, mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Et parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, les personnes qui sont en place sont plus ou moins, statutairement oblige, indéboulonnables. Et voilà donc des services qui sont sclérosés par des personnes qui peuvent être extrêmement néfastes et qui peuvent rester des années. Et comme je le dis toujours, c'est une histoire qui se finit par 2 choses, la retraite ou la mort. Et c'est bien dommage. C'est vrai, c'est dit avec un peu de rudesse, mais c'est pour parler d'inamovibilité, à moins de faire quelque chose de très grave. Et encore. Alors, le deuxième, c'est la question du projet. Là aussi, c'est très sérieux. C'est de dire que le meilleur moyen d'avancer ensemble, et on parle de marque employeur, je sais que c'est un des sujets de la FHF, ben c'est d'avoir un projet commun, de vouloir avancer ensemble. Et ce projet, il est au niveau de l'établissement, évidemment, il est au niveau du pays, mais il est au niveau du service. Ça, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, cette adhésion au projet, ça n'est pas un prérequis lorsqu'on arrive dans un établissement, en tout cas dans un établissement public, et ce qui n'est pas lorsqu'on arrive dans un établissement privé. Et croyez-moi, ça change tout. Troisième, management, je ne suis pas trop là, c'est presque fini, il reste 5 minutes, c'est parfait. J'ai beaucoup de qualités, beaucoup de défauts aussi. En tout cas, un gros défaut, c'est celui du manque de concision. Donc je jette des coups d'œil quand même. Alors, le troisième élément, c'est celui du management. Ça aussi, c'est extrêmement important. On en a beaucoup parlé, mais moi, ce qui me marque, c'est la segmentation du management. Comme on saucissonne les patients, qu'on les segmente en organes, on segmente le management. Il y a cette espèce d'hérésie toute hospitalière qui fait que dans un service, il n'y a pas de chef de service en fait. Il y a un chef médical, un chef paramédical et un peu plus loin, un chef administratif. Alors imaginez, lorsque vous avez, c'est un véhicule à 3 moteurs, imaginez donc lorsque les 3 moteurs ont des roues différentes qui vont dans des sens différents. Et enfin, pour parler des professeurs, parce qu'en tout cas, dans les CHU, c'est là où ils sont très présents, et mon Dieu, ils ont des qualités, d'ailleurs ils en souffrent beaucoup, il y a une défection terrible des professeurs. Ils ont un travail qui est de plus en plus difficile, mais ils ont un défaut, un péché originel, c'est celui de cumuler les fonctions. Ils sont enseignants, chercheurs, cliniciens, managers à la fois, avec des exigences de management qui sont très importantes et beaucoup plus complexes qu'avant. Et en général, ils ne sont pas formés à ça. Ils ne sont même pas du tout formés à ça. La question du managérial, en tout cas, n'est pas un critère. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des services qui sont, en général, très mal gérés. Et ça joue beaucoup. Parce qu'à la tête d'un service, c'est la personne qui va vous donner l'impulsion. Et d'ailleurs, à l'époque, maintenant on ne le dit plus, mais à l'époque, on rejoignait un service, on disait « je vais rejoindre un patron », on disait ça. Mais derrière cette idée-là, ou un maître, derrière cette idée-là, il y avait une idée de quelque chose qui vous donnait une impulsion. Aujourd'hui, elle a bien disparu. Et alors le tout dernier, avant, je me presse pas trop quand même, mais le tout dernier élément, c'est celui de la routine. La routine, ça peut être terrible, parce que la routine, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple, toujours à Paris, décidément.
Toulouse est mieux quand même. Mais enfin, à Paris, j'arrive dans un grand hôpital, et je peux vous dire, je ne vais pas donner le nom, mais quand je suis arrivé, ça avait de la gueule, comme on dit. C'est un nom extrêmement connu. Je me suis dit, ça va être formidable. Donc j'arrive là-bas, et là, il m'arrive quelque chose au bloc opératoire. C'est-à-dire qu'il y avait exactement 14 ou 13 minutes de décalage entre les heures des anesthésistes et les heures des chirurgiens. On peut dire on s'en fiche, mais tout responsable, tout chirurgien, tout anesthésiste, tout infirmier comprend que s'il y a le moindre pépin, on parlait tout à l'heure de l'importance de la gestion des risques et des événements indésirables, allez refaire l'histoire du patient lorsque vous avez 13 minutes de différence. Et alors je me suis dit, tiens, mais si on remettait ces pendules à l'heure? Bon, ben, il a fallu les remettre, les pendules à l'heure, au sens propre comme au figuré, parce que j'ai mis littéralement 3 jours à trouver quelqu'un. Ils m'ont dit, ça fait 6 mois que c'est comme ça. J'ai dit, mais il y a bien un gars qui est capable de régler les pendules dans ce bloc opératoire. Il y a des horloges partout. Il me dit, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc quand vous avez une routine qui a cette apparence, cette réalité, comment voulez-vous motiver qui que ce soit, puisque là, vous n'êtes pas du tout concentré sur votre métier, mais vous êtes en train de mettre des bouts de scotch sur un Titanic qui s'effondre. Donc ça, c'est très difficile, qui coule. Et alors, évidemment, là, on finit, quand même, je finis sur quelque chose de positif, sinon on va se dire, à part nous plomber, il n'a servi absolument à rien. Non, il y a des propositions, il y a des idées. Et nous, on a commencé à le faire avec une initiative dont je suis assez fier, même si elle n'est pas du tout de mon fait uniquement, loin de là. Elle est du fait à la fois de toute l'équipe de l'ISNI et à la fois des élèves directeurs d'hôpitaux. Je me suis dit, mais pourquoi on ne se voit pas, histoire de voir si vraiment on peut bosser ensemble ou pas, et même mieux, si on était capable d'apporter quelques propositions. On va les apporter, ça va faire une tribune qui va défriser un tout petit peu, je crois, mais qui est importante. Et pourquoi ? Eh bien, la réponse aux freins dont je parlais, le premier, c'est d'avoir un projet cohérent et fort. Ça, c'est absolument essentiel. Et pour avoir un projet cohérent et fort, il faut quoi ? Il faut des directions qui sont censées les porter, qui restent. À Toulouse, on a eu un exemple, alors je ne cite pas de nom, vous referez l'histoire, mais à Toulouse, on a eu la chance d'avoir un directeur qui est resté 1 an et demi à la maison, qui a donné des gros coups de tractopelle. C'est quelque chose que j'ai pratiqué au syndicat, j'aime les coups de tractopelle. Par contre, à la maison, quand je cuisine, si je laisse le bordel sur le plan de travail, ma compagne me fout une tarte. Voilà. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que le gars, il a commencé à cuisiner, il a laissé le bordel par terre et il a dit « je pars ». Il est parti au cabinet d'une ministre. Je commence à en dire beaucoup, on va finir par savoir qui c'est. Puis ensuite, il a été nommé dans un gras CHU. Ben parfait. Ça, évidemment, vous savez que quand vous avez un projet quinquennal que vous faites 2 ans et que vous disparaissez, si vous revenez dans le territoire où vous avez été nommé, on vous lynche. Pas totalement injustifié. Alors, le recrutement sur adhésion, je l'ai dit, il est absolument essentiel. Et je finis sur les propositions les plus disruptives, les plus polémiques. C'est que pour pouvoir être cohérent, pour pouvoir donner cette impulsion, d'abord, il faut qu'il y ait une unité dans la gouvernance. Il faut arrêter avec cette histoire de management médical, paramédical et administratif. Il faut un management opérationnel, mais un projet commun. C'est ça la différence. Mais le management opérationnel, il doit être unique pour l'ensemble des personnels. Pour l'instant, ça ne fait pas polémique. J'arrive à la partie polémique. La partie polémique, c'est que moi je suis sensible à une chose, c'est la compétence. Pas au statut, je m'en moque. D'ailleurs, le respect en général et la compétence sont souvent assez déconnectés du statut. Et vous me voyez venir ou pas, mais certains ici oui, parce qu'ils sont habitués. Eh bien, c'est que notamment une chefferie de service, pourquoi serait-elle obligatoirement attribuée à un médecin ? Pourquoi ? Évidemment, il y a des compétences, une expertise qui est importante. Moi, j'ai eu la chance d'être juriste avant, d'avoir un collègue infirmier. Il a fait un master de droit de la santé, une école de management, et il a géré une clinique. Il est probablement beaucoup plus compétent pour ça. Et le médecin, le professeur dans le service, peut-être lui, aimerait-il pouvoir faire ce pourquoi il a été nommé, et ce qui était sa fonction, de faire de l'enseignement et de la recherche et de pouvoir reprendre plaisir à la faire et d'avoir du temps pour la faire. C'est pour ça que c'est important, c'est de donner à chacun la possibilité de faire ce qu'il aime et ce pourquoi il est compétent. On ne peut pas trouver de sens lorsqu'on empêche les personnes de le faire. Voilà, donc je terminerai là-dessus, évidemment, tout ça pour dire que la question managériale, elle est évidemment essentielle, elle demande des réponses fortes et des réponses, vous l'avez compris, on parlait du bottom et du top. Le bottom, en général, il se débrouille plutôt bien si on lui donne les moyens de le faire.
Et c'est là où il manque un échelon dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que toutes et tous ici, direction hospitalière, etc., vous faites avec ce qu'on vous donne, mais il y a une impulsion politique importante à avoir, malheureusement qu'on a peine à voir ces dernières années, parce qu'on a beaucoup de mesures qui sont des mesures techniques ou esthétiques, mais peu de grandes visions structurelles profondes pour la santé. Tant qu'on n'aura pas cette vision-là au niveau de l'État, je trouve que c'est très difficile de demander à des établissements et à des équipes de les avoir. Voilà un beau témoignage. Alors, j'ai une question, Gaëtan. Après tout ce que vous avez dit, quelles sont encore les grandes motivations pour un futur médecin comme vous? Est-ce que d'abord vous avez l'intention de travailler dans un hôpital ou dans d'autres lieux? Quelle est votre motivation? Eh bien alors, très bonne question. J'ai deux réponses à apporter. La première, c'est que parfois, notamment avec la réforme du premier cycle des études médicales, il y a des parents qui sont venus me voir en me disant « Mon Dieu, mon fils n'a pas été pris en médecine. » Je lui ai dit « C'est probablement le meilleur cadeau qu'on ait pu lui faire. » Donc moi, je déconseille aujourd'hui de faire médecine. C'est clair. Pas parce que le métier n'est pas beau, je l'aime passionnément. Enfin, moi, en tout cas, je suis content quand je suis assis sur un lit avec les patients. Par contre, m'amuser à appeler pendant 1 à 2 heures dans la journée pour récupérer un dossier médical, ça, je n'aime pas du tout. Et quand on s'est tapé 50 droits et qu'on part en médecine, c'est pas pour faire du phoning la moitié de la journée. Eh oui. Eh bien ça crée de la souffrance. Ça fait qu'on se barre. Bon. Et alors, vu que je suis un insatisfait, mais j'essaie d'être un insatisfait productif, ma deuxième raison, qu'est-ce que je fais toujours là? Parce qu'avec ce constat-là, tout ça peut être très triste. Ben, c'est pour ça que je suis président de syndicat, tout simplement parce que quand je suis arrivé en médecine après être sorti de droit, je m'étais dit « Ah oui, magnifique, le patient, le travail d'équipe, tout le monde tourné vers le bien commun, etc. » J'ai déchanté à peu près au bout de 2 semaines et demie, probablement. Et alors, ce que je me suis dit, c'est que finalement, ce monde, cet hôpital, cette médecine et cette santé que j'aurais voulu connaître, que je voulais voir, ben je me suis dit, t'es pas content, alors change-la pour qu'elle soit comme tu aurais aimé qu'elle soit. Voilà, c'est pour ça que je suis président de syndicat. Donc, on verra pour la suite. Merci beaucoup. Allez, on s'arrête 5 minutes, on se prend un café, et puis on a la très belle dernière, 4e et magnifique table ronde qui va suivre après. Voilà, à tout de suite. 5 minutes, hein.